Les deux sont ouverts. Alors, est-ce que ça marche? Oui, parfait. Tu n'as pas les écouteurs, je vois. Oui? Il y a une traduction simultanée, non? Vas-y, va prendre ton. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Oh, c'est pas grave. Oui, oui, c'est vrai. Bon, mais on va commencer si vous le voulez bien. Messieurs, dames, bonjour. Merci de vous joindre à nous pour assister à cette conversation que j'ai le privilège de conduire auprès de Damien Bachelot ici. Avec moi, je souhaiterais remercier Paris Photo pour cette délicate invitation à rendre un hommage à ce grand monsieur de l'histoire de la photographie dont nous célébrons le centenaire cette année, puisque né à Pittsburgh en 1923. Plusieurs événements se sont greffés autour de ce centenaire, en commençant par la publication d'un livre aux éditions textuelles, une somme rétrospective 1923-2013, 2013 l'année de sa date où il décède, une édition qui a été reprise par Thames and Hudson en anglais, où vous trouverez énormément d'images inédites, des textes qui rentrent vraiment en profondeur dans les différentes facettes de l'œuvre de Saul Leiter, qui, comme je l'ai dit, n'était pas simplement que photographe, il n'était pas simplement que peintre. Je pense qu'on pourrait le qualifier de poète, tout simplement. Alors Damien, vous êtes aussi collecteur d'instants minuscules. Vous avez bâti avec votre femme Florence une collection qui compte aujourd'hui à peu près 1000 photographies, une collection qui a atteint sa majorité récemment. Depuis les 18 ans, les 10 dernières années, vous avez constitué cette collection qui prend sa source dans la photographie humaniste française, puis vous êtes allé faire un tour par le XXe siècle américain pour revenir peut-être avec des tendances plus contemporaines, avec des photographes comme Paul Graham, Luc Delahaye, Stéphane Couturier. Et donc, autre événement qui s'est greffé aussi sur ce centenaire de Saul Leiter, une exposition à Arles, donc cette exposition assemblage dont j'ai eu le privilège et le plaisir d'assumer le commissariat, qui incluait plusieurs photographies qui procédaient de votre collection, puisque vous avez eu la chance de le connaître. Vous êtes un peu le porte-voix de sa mémoire. Vous l'avez côtoyé, vous avez une relation d'amitié, chose que je n'ai pas pu moi-même accéder à ce privilège, mais comme dit notre ami Howard Greenberg, qui est un acteur révélateur de la figure de Saul Leiter, c'était peut-être pas plus mal que je ne le connaisse pas. Donc vous l'avez connu à partir de plus ou moins au début des années 2000, après l'exposition qui s'est tenue à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Et vous avez collectionné plusieurs de ces pièces, en particulier de la photographie couleur. Donc aujourd'hui, cette conversation va s'axer autour de cette figure iconique d'un point de vue plutôt empirique pour vous et plutôt théorique pour moi. Après une petite introduction, je dirais, sur la biographie de ce grand monsieur, puisque quand même il y a un événement très important sur lequel se base toute son œuvre finalement, et c'est probablement la plus grande bataille qu'il ait livrée, c'est qu'il a réussi à s'extirper vis-à-vis de cette destinée qui était toute tracée pour lui, qui était celle d'être rabbin. Donc à partir de là, nous engagerons notre conversation, mais peut-être simplement que vous nous racontiez comment vous l'avez connu et quelles sont un petit peu les prémices et la genèse de cette relation qui vous a amené à un moment donné vraiment à rentrer dans son travail d'un point de vue plus que d'un collectionneur, mais vraiment d'un ami. Alors, merci Anne. Euh, c'est assez simple parce qu'effectivement, la collection a 18 ans, mais elle s'est faite au fil de l'eau sans ligne. Alors maintenant, les exégètes nous voient une ligne, notamment humaniste, mais en fait, cette collection, elle s'est faite par des rencontres. Et la première rencontre que l'on avait faite, c'était avec Sam Sturze.
Et Sam nous a présenté immédiatement Howard Greenberg, qui est au premier plan et qui est la personne un peu, comme pour Viviane Meyer, un peu centrale justement dans l'histoire de Sol Leiter, non pas dans son histoire artistique, mais dans sa reconnaissance. Et en 2006, le livre Early Colors est édité. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la profondeur et de la richesse de son travail. Du moins, c'est le premier livre. Maintenant, il y en a beaucoup. Et nous étions à New York et chez Howard et on l'a rencontré, ce vieux monsieur, toujours habillé de la même façon. Et le terme amitié est un peu peut-être excessif, mais disons qu'il y avait une certaine, puisqu'on ne s'est pas connu beaucoup, mais à chaque fois que nous allions à New York, nous allions le voir. Et lui-même, quand il est venu en France, il venait à la maison pour raconter un certain nombre d'anecdotes. Donc, et quand nous avons commencé à prendre de ses photos, je dirais même pas collectionner, mais à prendre ses photos, c'était vraiment dans cette relation avec cet artiste. Et c'était des coups de cœur successifs. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine de tirages, pour la plupart cibachrome, c'est-à-dire uniques, mais c'est juste le fruit du hasard. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer quand même, il me semble, sans être trop scolaire, il me semblait important de rentrer dans cette dimension de la vie de Saul Leiter, qui, je l'ai dit, eh bien, a échappé finalement à une grande catastrophe très très tôt. Saul Leiter, né en 1923, donc nous célébrons son centenaire. Il naît à Pittsburgh au sein d'une famille, une famille able to juive. talk Le père about a était rabbin Jewish et le family, père était and rabbin. the Enfin, father c'était was une a tradition rabbi, presque and it séculaire, was a c'est-à-dire que le secular grand-père l'avait été, tradition because etc. the Et grandfather was a rabbi, enfin, la destinée de and Saul était aussi we were able to do que le it, sceptre and we du could do paternel lui it soit remis from et de continuer dans cette that, voie-là. and it was Alors, done. il sera And envoyé d'une école he would talmudique à l'autre, be à resent Cleveland, from a à school to the Pittsburgh, à other, New from York, Pittsburgh, etc. from New York, Petit à etc. petit, And il va s'ouvrir vers d'autres territoires, ces territoires, je dirais presque la cité interdite, puisqu'il va commencer à peindre à l'âge de 15 ans, chose qui ne plaisait pas à son père, puisque quand même le deuxième commandement du décalogue dans la loi juive, en tout cas dans cette culture, eh bien c'est tu ne fabriqueras pas d'icônes, tu ne vas pas idolâtrer de l'image, etc. Donc tu ne vas pas créer d'image, donc tu ne vas pas peindre et encore moins photographier. Donc il naît au sein de cette famille qui est très, très rigide. Le père, c'est quand même une entité, très, très, puissante, très autoritaire, pour se dégager de cette, destinée, eh bien, il va falloir qu'il fuit en fait, qu'il parte, à New York en 1946 et qu'il se soustrait à ce grand poids finalement. Chose qui m'a toujours un petit peu, interpellée, c'est que dans sa manière de photographier, on a l'impression que cette clandestinité dans laquelle il va être projeté à partir de 1946, lorsqu'il part s'installer à New York, va finalement le poursuivre. Alors, il ne faut pas se tromper, sa judaïté est totalement structurante jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas du tout rejeté sa judaïté, il a rejeté je dirais le destin de rabbin qui lui était assigné par la famille, parce que son père n'était pas simplement un rabbin, c'était un rabbin extrêmement connu qui avait été, qui était en fait en Hollande et qui avait été appelé par une communauté à Cleveland pour devenir le rabbin, parce qu'il était très connu. Tous les frères de Saul sont, alors ils sont toujours vivants, je pense, Howard, ou ont été rabbins. Et alors, je vais me permettre juste de faire des anecdotes, de donner des anecdotes, mais Avec plaisir, bien sûr. quand comme nous sommes allés quelques jours après la mort de Sol Leiter dans son appartement, qui était un tout petit appartement, un appartement de peintre, pas du tout de photographe, et on en reparlera. Il y avait des tas d'objets rituels du Shabbat et il y avait des crucifix. Et bien sûr, les deux comme ça mélangés au milieu. Donc, Sol Leiter était fondamentalement juif et le rejet de ce parcours de rabbin n'est pas le rejet de sa judaïté, première chose. Deuxième chose, ce n'était pas du tout un juif religieux, mais il gardait une tradition extrêmement forte avec sa famille
même si le choc est beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer, de quitter justement comme tu le dis, je te tutoie, hein, tu me vois, mais moi je te tutoie là. Je ne sais pas changer de genre. Je vais continuer sur le «tu», méfie-toi. Il faut imaginer la rupture familiale que c'était déjà de ne pas être rabbin, mais surtout d'être artiste. Et dans la culture juive, la mère a un rôle fondamental, notamment de transmission, et c'est sa mère qui lui offre, qui lui donne l'appareil photo. Et là, vous avez le symbole même de comment il a pu se libérer de ça, de cette bascule, du moins comment il a pu basculer. Voilà. Dernière petite anecdote, et je ne vais pas trop empiéter sur la présentation. Euh, Quand il est venu à Paris, là, je parle un peu de cette judaïté. Il a été interviewé notamment par Le Monde, et un des journalistes lui a posé la question sur la relation Israël-Palestine, sujet plus que brûlant, et il a refusé d'y répondre d'une façon directe. Ensuite, un jour, moi je lui ai dit, mais c'est étonnant parce qu'en Israël, tu n'es pas reconnu alors que ton père est enterré là-bas. Et j'aimerais, lui ai dit, si tu es d'accord, qu'on essaye d'organiser une exposition en Israël. Et là, son visage s'est complètement illuminé et il m'a dit, ah ben ça serait extraordinaire. On n'a jamais pu le faire, mais juste pour dire que il a abandonné cette route, mais il n'a pas du tout abandonné ses racines. Oui, mais d'ailleurs, je trouve que quand même la dimension de la judéité, même s'il n'en fait pas sa profession, elle est quand même en filigrane de toute son œuvre. On disait sur la clandestinité, moi j'ai été frappée quand j'ai pu rentrer dans les archives de Saul Leiter, d'une part, de voir à quel point tout le continent de la photographie en noir et blanc était éclipsé peut-être par l'histoire, et ça, à un moment donné, il faut quand même revisiter l'histoire, était d'une densité absolument magnifique. Mais quand même, il y avait cette idée de la représentation, de la figuration ou de la défiguration sur le rapport au visage et au visage des femmes qu'il photographiait. À quel moment ces femmes ont un visage dans l'œuvre de Saul Leiter? C'est dans la série de In My Room. Et In My Room, ça résonne quand même avec une chambre à soi, me semble-t-il, et c'était l'espace de sa liberté, il me semble. De sa liberté, de son intimité, puisque c'était sa femme et que c'est une des plus belles séries qui existent d'intimité. Il y a deux segments dans son travail. Il y a Oui, le segment commercial, puisqu'il a vécu comme photographe de mode. Alors, moi, j'aime bien rappeler que la photo de mode, c'est une photo commerciale, même si maintenant elle est magnifiée, ce qui est très bien. Mais quand on prend une photo de mode, on vend un produit ou on vend une marque. Donc, la finalité de la photo, c'est de vendre quelque chose. Donc, dans les photos de mode, et ça a été un grand photographe de mode, bien évidemment, les portraits, les visages sont présents. Mais dans son œuvre personnelle, il y a extrêmement peu de portraits, où il n'y en a pas, et les personnages, même très souvent, sont de dos, et c'est là où on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la culture justement religieuse qu'il avait, je ne vais pas focaliser que sur la culture juive, mais dans la culture religieuse, on ne montre pas les visages. oui. Et justement, donc il y a quand même quelque chose qui est assez très intéressant, même fascinant, je trouve. Dans cette série de In My Room, admettons qu'ils prennent ces photographies au début des années 50, avec effectivement des modèles, ses amantes, ses amis. On ne sait pas vraiment la nature de la relation qu'elles ont avec lui. Il reprendra ces photographies presque 25 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va les peindre, ces photographies. Est-ce qu'il efface le visage de ces femmes? D'ailleurs, il y avait un projet de livre qui devait être fait, et ses parents vivaient encore à cette époque-là, et il n'a pas osé publier ce livre, justement. Alors, est-ce qu'il efface l'identité de ces femmes? Est-ce que ces visages sont trop présents? Donc, quand même, la question de la judéité, de la représentation est là au cœur de cette histoire-là. Quand même, c'est assez fascinant de voir comment il peut, eh bien, interposer un langage sur un autre, justement pour effacer ce qui le dérange. Alors, moi, je suis peut-être, mais je ne suis pas sûr que ça soit. C'est peut-être ça, effectivement. Moi, j'ai une explication qui est un peu plus violente, entre guillemets. Pour moi, c'est un très mauvais peintre.
C'est-à-dire que c'est un très mauvais peintre. Alors, quand très mauvais peintre, c'est un peintre qui c'est fondamentalement un peintre, hein. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, chez lui, il n'y avait pas une photo, il y avait que des tableaux. Et quand je suis rentré dans son appartement, il y avait, qui était un tout petit appartement, hein, c'était pas les grands appartements new-yorkais de gens aisés. Il y avait son lit médicalisé, vous voyez ces gros lits médicalisés qui étaient devant la porte d'entrée. Alors, bien sûr, la porte d'entrée, c'était aussi là, il n'y avait pas de ça, c'était la porte de sa pièce principale. Et je demande à Marguerite, mais pourquoi tu as mis son lit là? Et elle me dit parce qu'il voulait mourir devant ça. Et au-dessus de la porte d'entrée, je regarde cette porte, il y avait un tableau, qui était bien sûr un de ses tableaux. Donc, fondamentalement, c'est un peintre. Mais comme c'est un très grand artiste de la couleur, je pense qu'il avait quand même conscience que sa peinture n'était pas au niveau euh, du reste. Et de peindre des photos, c'était un moyen de faire la jonction entre ce qu'il était fondamentalement, ce qu'il aurait aimé être un peintre, et ce qu'il était d'une façon géniale, c'était un photographe. Et la liaison entre les deux, ce sont ces photos peintes. Oui. Alors ça, c'est intéressant, cette dimension de la peinture chez lui. Effectivement, on a l'impression qu'il a peint toute sa vie le même tableau, d'une certaine manière. Il y a pas d'ascension verticale, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'arborescence dans son langage. Je parlais de la dimension de la clandestinité il y a quelques minutes. Franz Klein, donc ce peintre américain d'origine juive de l'expressionnisme, un jour lui a dit: si tu veux faire partie de la bande, peins en plus grand. Et finalement, on peut se dire que, évidemment, chose qu'il n'a pas faite, enfin, je veux dire, la peinture de Saul Leiter, il le dit d'ailleurs dans le documentaire In No Great Hurry de Thomas Leach, il dit: je vais mettre l'eau du thé à bouillir et en attendant, je vais faire mes petites peintures. Donc, en fait, c'est en ça que c'est un collecteur d'instants minuscules. Il n'a jamais eu d'ambition. Il dit: j'ai réussi à ne pas réussir, jusqu'à ce qu'il rencontre Howard Greenberg qui fera que finalement le destin va le rattraper et qu'il va réussir même de manière posthume lorsqu'il fait cette grande exposition, enfin où il participe en tout cas en 1992 à cette exposition de Jane Livingstone sur l'école de New York. Et Jane Livingstone dira d'ailleurs, s'il y avait une erreur dans mon exposition, c'était Saul Leiter, parce que Saul Leiter n'a ni ambition, il ne veut pas réussir, et puis surtout, il ne fait partie d'aucun groupe, ni de la Photo League, ni de l'école de New York, ni de la Street Photography, ni des Irascibles. Enfin, c'est quelqu'un qui passe entre les mailles du filet, et c'est en ça que c'est difficile de classer son œuvre, et c'est en ça que c'est difficile aussi d'appréhender son œuvre, non pas depuis la perspective de la totalité, c'est-à-dire il est peintre, il est photographe, mais c'est un poète. Donc voilà. Ah, c'est un poète absolu. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, est allé chercher justement euh, la couleur, mais qui a fait un travail extraordinaire en noir et blanc qu'on va redécouvrir. C'est-à-dire qu'il était connu comme photographe noir et blanc, mais à l'époque, là, il y a eu cette évolution qu'on connaît tous, c'est-à-dire que noir et blanc, c'était le travail artistique et couleur, c'était le travail commercial. Pour une des raisons, c'est que ça coûtait très cher d'imprimer ou du moins d'éditer des photos couleurs. Et Sol Letter a cherché avant tout à jouer avec cette couleur. Et quand il a commencé à prendre des couleurs, pas une seconde, ces photos ont été vendues puisqu'il les gardait en diapositive et il les projetait à ses amis chez lui. Et il a été très vite reconnu par un cercle amical comme un photographe, alors je ne vais pas dire grand photographe, mais de talent, Oui. parce qu'on lui a proposé, là je vais faire un petit bridge avec ce que tu disais sur son manque d'ambition, on lui a proposé à un moment d'être dans une exposition au MoMA dans les années 50 ou 60, c'est-à-dire très tôt dans son travail, et il a oublié ou pas envoyé les photos à temps. Donc, imaginez, voilà. Et en fait, il était chez Howard en noir et blanc. Howard n'a pas de casque, donc il comprend absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais il était chez Howard comme un des photographes en noir et blanc depuis des années. Donc son travail était reconnu, mais il vendait quasiment pas. Et par la couleur qui a été redécouverte, et notamment, et c'est d'où l'importance des marchands, hein, par Howard, à ce moment-là, la couleur a été mise en avant grâce au livre
et on a redécouvert son travail noir et blanc. Oui, donc on voit par exemple 1948, il commence la photographie. Bon, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Le MoMA donc sacralise quand même, ou en tout cas marque les jalons de l'histoire. La première exposition de la photographie couleur, c'est Eggleston en 76, mais Eggleston commence la couleur au début des années 60, alors que, enfin, il aurait très bien pu être lui-même exposé en 1976. Alors, moi j'ai une question et peut-être que tu seras d'accord avec moi. Il est peintre. Moi je trouve, quand même qu'il y a des choses intéressantes dans sa peinture. D'ailleurs hier, j'ai pu voir cette exposition de Nicolas de Staël, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Nicolas de Staël a exposé à New York en 1953. Je suis à peu près convaincue que Saul l'a vu. D'ailleurs, Saul était assez friand et féru de culture française. On le voit d'ailleurs dans ses couleurs, ses photographies en couleur, enfin l'impressionnisme, Vuillard, Bonnard, etc. Et est-ce que tu serais d'accord si on disait d'une certaine manière que la photographie couleur est prise en étau entre la peinture et la photographie noir et blanc? Est-ce que c'est un œil mécanique? Ce serait presque un ready-made d'une certaine manière, que lorsqu'il photographie en couleur, eh bien, il adopte un moyen mécanique, mais c'est son œil de peintre qui photographie. Alors, tout à fait pour lui, je dirais pas d'une façon générale, mais tout à fait pour lui, puisqu'il ne documente pas. En fait, ses photos couleurs les plus connues, vous verrez que ce sont des aplats de couleurs. Je pense à la photo qui avait fait la une du catalogue de Paris Photo. Je me retourne vers Florence, je ne sais plus en quelle année, où on a l'impression d'un Rothko. C'est-à-dire, vous savez, c'est cette photo qui est prise à travers une palissade où on a deux aplats rouges et au milieu une bande où on voit effectivement des personnages. Donc, il y a ces aplats de couleurs, donc, puisque si on fait des références aux expositions en cours, à Paris, il y a Nicolas de Staël, mais il y a Rothko aussi. Oui, Donc on retrouve ça. Moi, je pense que par rapport à ce travail de la couleur et par rapport, il n'est pas du tout dans une expression, une documentation ou un témoignage. Il va chercher la couleur. oui, Il va chercher la couleur et uniquement la couleur. Et oui, il le fait en bas de chez lui. Alors, lundi, il y avait les 20 ans de la Fondation Cartier-Bresson. Ils nous ont remis un certain nombre de textes. Et il y a un texte de Cartier-Bresson que j'aimerais vous lire, du moins une phrase, parce que pour moi, c'est Sol Letter. Et alors, c'est d'autant plus vrai que, comme l'a montré Anne tout à l'heure, sa révélation sur la photo, c'est quand il va voir au MoMA une rétrospective Cartier-Bresson. Euh, Pendant la guerre, on pense que, du moins, le MoMA pense que Cartier-Bresson est mort, décide de faire une rétrospective. Cartier-Bresson envoie une lettre en disant non, non, je suis pas mort, mais je prends quand même la rétrospective. Et il y a cette fameuse rétrospective en 47 de Cartier. Solleiter va la voir et là, il décide d'être photographe. Alors, décide d'être photographe aussi, c'est ça aussi permet de vivre, comme tu dis, c'est un poète, parce qu'on peut vivre de la photographie grâce à la dimension, je dirais, marché de la photographie, c'est-à-dire que être un photographe de mode, ben, c'est un moyen de vivre. Mais il décide d'être photographe et comme Cartier-Bresson, souvenez-vous que Cartier-Bresson s'est positionné comme artiste dès le début, notamment avec les surréalistes, est positionné en étant un artiste, pas en étant un journaliste, même s'il a vécu tout ça. Donc Cartier-Bresson dit je fuis les dangers de l'anecdote et du pittoresque, je fuis les dangers de l'anecdote et du pittoresque, très facile et plus respectable que le sensationnel, donc c'est le pire, mais tout aussi mauvais. Donc tout est là, c'est-à-dire qu'il ne documente pas, il ne témoigne pas, il fait une chose, c'est qu'il fait un prisme par rapport à sa passion de la peinture, c'est-à-dire de la couleur. Et Cartier-Bresson dit aussi, ma plus grande joie, c'est la géométrie, c'est-à-dire une structure. Et ben, on peut dire, pour Sol Letter, ma plus grande joie, c'est la couleur. oui. Oui, enfin, mais pas seulement, je trouve, parce que je voudrais vraiment souligner le fait que la photographie en noir et blanc chez lui est absolument, enfin, d'une densité extraordinaire et fascinante.
Elle a, comme je l'ai dit, je pense, toujours été éclipsée derrière la couleur. Et alors, pour rebondir sur Cartier-Bresson, l'instant décisif, pour moi, Sol Leiter, c'est l'instant incisif. Et effectivement, il ne prélève pas dans le réel une surface, il prélève une profondeur. Il traverse l'épiderme du réel, Antonin Artaud. Il va dans la profondeur, dans cette ville de New York dont l'horizon est un horizon vertical de toute façon. Il a cette capacité, et ça, je me demande si ça vient pas de son éducation et de cette capacité qu'il avait presque, il était ambidextre, mais presque dyslexique à un moment donné, de faire remonter des plans lointains au premier plan et de coller, de stratifier. Quand il regarde, il procède par ponction. Il va vraiment dans la profondeur des choses et il fait remonter, il joue avec ça. Ce sont des jeux optiques finalement. Et ça, c'est profondément propre à son langage en noir et blanc. Donc vraiment, le noir et blanc, il faut vraiment, je trouve, lui redonner sa juste place dans son travail. Et puis, bien sûr, la couleur est fascinante, non seulement parce que c'était un pionnier, mais parce que c'était quelqu'un qui, effectivement, avait ce langage de peintre avant tout. Alors, pour revenir à cette question d'ailleurs, petite anecdote sympathique, on parle de Cartier-Bresson et c'est en ça que l'histoire de la photographie est vraiment très jolie. Cartier-Bresson a décidé d'être photographe quand il a vu cette photo de Munkaski. Je me rappelle, c'est Liberia 1932. Et il dit là, je veux être photographe. Dans cette photographie des jeunes garçons noirs sur la plage qui vont se baigner, c'est l'instant décisif par excellence. Et donc, Moncassi passe le relais à Cartier-Bresson, Cartier-Bresson passe le relais à Saul Leiter, et Saul Leiter eh bien, aura probablement irradié les générations suivantes. Donc, c'est une petite histoire fort sympathique. Voilà, donc c'était quelqu'un extrêmement cultivé aussi, Saul Leiter. Très cultivé, en relation totale avec le milieu artistique de l'époque. Dans les, dans les documents qu'on a découverts juste à nouveau quelques jours après sa mort, on tournait des pages, il y avait un dessin, il y avait tout un échange avec Andy Warhol et il s'envoyait des dessins et il y avait un dessin, vous allez voir pourquoi, en français, ou du moins avec une légende en français, ceci n'est pas une chaussure. Et bien sûr, c'était un dessin de chaussure. Donc, vous voyez bien sûr tout de suite le lien avec... donc, il était dans cette culture fondamentale, il était dans son temps, il était dans son temps, hein, il était dans son temps et Oui. c'était un artiste dans les milieux reconnus, mais pas vendu. Mais c'est pas la même chose. Et je pense que finalement, il n'a jamais tellement voulu avoir ni de il n'y a aucune filiation chez lui. Je pense qu'à partir du moment où, en 1946, il va s'installer à New York, ce qu'il veut, c'est être libre. Comme je l'ai dit, il n'appartient à aucun collectif. Il n'est engagé, il n'est absolument pas engagé ni politiquement, ni socialement, ni absolument. La photographie de mode, on le voit ici, il l'abandonnera dans les années 90, mais à aucun moment il ne voulait se soumettre, ni soumettre son propre langage aux invectives des magazines ou des rédacteurs, etc. Et ça collait pas forcément très bien non plus. Il n'était pas complètement libre. Il a dit, je souhaiterais que mes photographies de mode ressemblent à toutes les autres, c'est-à-dire laissez-moi écrire comme je le souhaite. Il a arrêté la photo de mode, c'est ce que Howard m'a dit l'autre jour, quand on lui a imposé de les faire en studio. Ils ont monté un studio pour lui et ce jour-là, il a dit, il a fait le shooting et il a dit j'arrête. Il avait aussi une grande liberté par rapport à l'aspect matériel. Il n'a jamais eu d'argent, alors il en souffrait, mais il courait pas derrière ça. Et là aussi, c'est une anecdote que m'a donnée Howard. Un de ses grands amis qui s'appelle Henry Wolf, qui est dirigé Harper Bazaar, pardon, lui a fait une donation de 200 000 dollars à sa mort, puisque ce monsieur était très riche. Et c'est grâce à ça que Saul a eu un peu d'argent. Et quand il a commencé à vendre des photos à la fin de sa vie, c'était quelque chose de totalement nouveau pour lui. Donc il y a cette exposition de Jane Livingstone en 92 qui va peut-être un peu le canaliser à un moment donné vers une visibilité majeure. On l'a dit, Howard s'est joint à cette perspective de visibilité. 2006, il a ce livre de Early Colors qui encore là le positionne en tant que grand photographe pionnier de l'histoire de la photographie en couleur. Et puis finalement, il décédera en 2013
à l'âge de 90 ans et c'est à partir de ce moment-là où vraiment, toute la le mécanisme de visibilité a accédé à, enfin, à son paroxysme pratiquement. Je veux dire, les éditions des livres de Sol Letter sont immédiatement, sold out, enfin c'est et il participe aussi de ce genre de poète qui est toujours un petit peu en marge, un petit peu à contre-courant des choses, qui a vraiment je pense que s'il y a quelqu'un qui a été libre, c'est lui. Et que voilà, à un moment donné, ce collecteur d'instants minuscules, parce que ça aussi c'est quand même fascinant, il a photographié New York comme personne. Il va vraiment chercher le petit détail et son cercle son périmètre d'action, c'était autour de son appartement. Il ne cherchait Ouais. pas l'extraordinaire. Il cherchait pas l'extraordinaire, il descendait dans la rue, il prenait des photos, il ne cherchait pas à expliquer où il prenait ses photos. On les retrouve par hasard parce que dans le catalogue de notre exposition à la Villa Médicis, Sam Sourdé avait mis une photo de Sol Letter sous la neige. C'est un panneau et on a vu qu'effectivement sur le panneau, il y avait marqué troisième avenue, 10e rue. Donc c'était juste là où il habitait. Tiens, donc on arrivait à identifier on arrive à identifier les photos grâce à ça. Sur la couleur, il y a quelque chose de très important à dire, c'est qu'il a inventé une écriture. Moi, je suis un amoureux vraiment de ces photos noir et blanc, et comme tu le dis très justement, on les redécouvre. Il y a des photos extraordinaires en noir et blanc, mais il a inventé une écriture de couleur, c'est-à-dire qu'il y aura dans ce style un avant et un après Sol Letter. Il y aura des suiveurs de Sol Letter. Et le meilleur exemple, c'est le film Carole qui a été fait, alors je ne sais plus l'année, où c'est filmé en hommage à Sol Letter, où Oui. à chaque plan du film, on a l'impression que c'est une image de Sol Letter. Donc, il laisse une écriture. Et dans l'art, et pas simplement dans la photo, c'est rarissime. C'est-à-dire quelqu'un qui, après et avant, laisse une trace qui changera la façon de voir, c'est rarissime. Et franchement, Sol Letter, c'est le cas. Et c'est le cas dans la couleur. Il y a une force incroyable dans le noir et blanc, mais dans la couleur, il a vraiment changé quelque chose. Oui, alors, on pourrait presque à un moment donné le croiser les chemins, bon, Viviane Maier, c'est une œuvre que je connais, assez bien aussi. Elle a aussi cette particularité comme lui, je dirais, c'est que les premières images de Viviane Maier qui datent de la fin des années 40 ont la même facture, la même texture, la même densité, le même type de composition. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, de développement vertical, elle va passer d'une thématique à l'autre, revenir d'une thématique à l'autre et lui, il est pareil. Enfin, je veux dire, il est dans la répétition du geste en tant que peintre, c'est presque un geste de copiste d'ailleurs, et dans son geste de peintre photographe ou de photographe en couleur et même en noir et blanc, il n'y a pas de variation ou si elles sont extrêmement infimes. Donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment jeté à corps perdu dans un langage, qui a défini les spécificités de ce langage et d'ailleurs, il n'aura jamais enfin défini, sans mots parce qu'il n'a jamais voulu rentrer dans un discours, il n'a jamais voulu habiller son travail, d'une réflexion esthétique, absolument pas. Il disait: «Moi, ce que j'ai, c'est un appareil photo et puis c'est tout, j'ai pas de philosophie». Mais il a cette chose donc, heu, très, très tôt, son langage est très clairement défini et il y va, il est convaincu de ce qu'il fait, hein, de toute façon. Moi, je trouve quand même, je suis peut-être un petit peu moins sévère sur la question picturale chez lui. Ce qui m'intéresse dans sa peinture, c'est, bon, le sujet de sa peinture, c'est la peinture. Le sujet de la peinture, c'est la couleur. Le sujet de la peinture, c'est le temps. Ce sont comment, finalement, entre ce temps incisif de la prise photographique en noir et blanc en particulier, il a une temporalité dans le geste de peintre qui est complètement différente. On est dans une continuité, on est dans pratiquement une atemporalité, du geste de peintre. D'ailleurs, comme je l'ai dit, donc, il mettait son eau à bouillir et puis il écoutait sa musique et c'était vraiment libre cours à toute interprétation, musicale. C'est très musical d'ailleurs ces peintures, je trouve. Voilà, donc il y a plusieurs angles d'approche de ce travail qui est d'une extrême richesse, d'une grande densité et que, là aussi, il faut qu'on se pose quand même la question de savoir à quel point on peut, laisser l'histoire
scléroser des formes ou en tout cas, faire des radiographies peut-être un petit peu trop, un peu trop précises. C'est-à-dire que c'est une œuvre, un archive, c'est quelque Oui. chose qui se déploie. Il faut regarder, il faut aller profond, il faut fouiller. C'est vraiment un travail d'archéologue, voilà. C'est vrai, tu as raison, je suis peut-être un peu trop, dur sur sa peinture. D'abord, c'est parce que je la mets, en comparaison de la photo. Pour moi, ça restera un génie de la photo et c'est franchement pas le cas en peinture. Autre chose, avec une petite différence par rapport à toi d'ailleurs, grâce à toi, j'ai découvert, lors de l'exposition à Arles, des peintures vraiment de qualité. Moi, quand j'ai vu des peintures, il y avait beaucoup, beaucoup de croûte. Alors, vous avez su sortir des voitures de qualité, mais il y avait beaucoup de croûte. Mais c'est pas le problème. Un jour, il m'a fait un cadeau, il en a fait un à Florence, dans des rencontres amicales. Moi, il m'a offert un pinceau, un de ses pinceaux. Oui. J'aurais dû l'amener, bon, c'est un côté symbolique, mais il m'a dit: «Je t'offre un pinceau», et Florence, il lui a offert un petit dessin. Il nous a pas offert de photos. Et à côté de ça, quand on voyait tous ces tableaux, je ne sais pas si Marguerite les a gardés, franchement, il n'y en a pas beaucoup que j'aurais accroché au mur. Quand on voyait ces photos, elles étaient toujours bonnes. Un jour, il était à la maison et il se baladait dans Paris avec son appareil numérique et il montrait ses photos. Et elles étaient toutes incroyables. Il les prenait comme ça, elles étaient toutes incroyables. Alors, petite anecdote, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Donc, je pense à cette anecdote, ça n'a rien à voir avec le fil de notre conversation, mais je pense donc, parce que je me revois avec lui. Donc, il regardait les photos, je dis, mais seules tes photos sont magnifiques. Il me dit, bah ouais, je suis quand même un photographe. Et puis, parce qu'il n'avait pas du tout, il était d'une modestie absolue, mais il connaissait tout à fait son talent. Il n'était pas du tout, il n'était pas dupe de la reconnaissance, parce qu'il m'a dit, ça m'arrivait, j'ai 80 ans, donc le temps était passé. Par contre, il se prenait pas du tout pour un petit artiste. Et à un moment, il me dit, mais tu sais, donc il était dans les rues de Paris, il prenait ses photos, et il me dit, mais tu sais, à un moment, il y a un couple de touristes, de jeunes touristes, qui ont une photo de Sol Letter et qui ne le savent pas. Alors je lui dis: «Ah bon?» Elle me dit: «Oui, parce qu'il était sur le pont des Arts et deux jeunes lui ont demandé de prendre une photo avec leur appareil, donc il a pris la photo avec leur propre appareil, donc ils sont partis avec une photo de Sol Letter sans le savoir», et ça le faisait beaucoup rire. Alors comme tout le monde n'a pas eu la chance de le connaître, ça serait quand même bien qu'on passe 2 minutes avec Saul, dans un court extrait du documentaire In No Great Hurry. Alors, pour le mettre en route, je ne sais pas comment je dois faire. 2 fois, c'est ça? Non, ben, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Help! Non, voilà, So, do you think there's a chance that I will make this film and you'll say that I can't use it? Well, I like to think I'm not going to do that. I might not care for the way I look these days because I think Ça me fait peut-être rien that la I looked façon better when I was younger, but maybe I'm dont je being suis aujourd'hui, unfair to the way I look now. Who knows? mais peut-être que je suis injuste par rapport à la façon dont je suis maintenant par rapport à mes années jeunes. Qui sait? The matter is, there have always been people who like color. It's not as if I was the only person. I've been described as being a pioneer. Am I a pioneer? I don't know that I'm a pioneer. Est-ce que je suis Maybe I vraiment un am, pionnier maybe dans I'm l'art? not. Je ne sais pas, I peut-être, don't mind peut-être one pas. way or the other. Ça ne me fait rien I de go l'être out ou pas. with my camera and I Je take sors avec mon pictures appareil because photo I enjoy et je prends catching des certain photos moments. Of course, I don't parce que know j'aime that bien I'm going capturer to get what I'm going to get des moments. Je ne next sais pas time. si je vais We réussir haven't photographed the same à neighborhood avoir ce que je in voudrais, years, mais but ça you ne me fait shoot rien. it with the same lighter style in 2011. It's amazing. I think Il le it's so fait avec le cool. même style en 2011, c'est incroyable. I'm a person who likes to postpone things. I see no reason for being in a rush. When you consider many of the things that people treat very seriously, and you En ce realize qui that concerne they les don't choses que deserve to be les treated gens that pensent très seriously, sérieuses et vous many of the réalisez things that qu'ils n'avaient pas people besoin worry d'être aussi about are sérieux not ou des what I'm choses worrying about. qui
qui sont If I didn't do anything more than my source best, d'inquiétude. wouldn't that have been enough? I think it's gonna be good. If it were Je pense que edited vous réussirez. properly by avoiding too much that is serious. J'attends trop longtemps et ça en devient sérieux. Ouais, je trouve ça très émouvant. Moi, je ne l'ai Et- pas connu Ouais. et ça donne une très belle tonalité du personnage. Ça me touche beaucoup, surtout de revoir son appartement. Et vous avez vu ce que je vous disais, il y a il y a que des photos, il y a que des photos, non, que des peintures. Et quelqu'un qui ne connaîtrait pas Sol Letter pourrait croire que c'est vraiment l'appartement d'un peintre, quoi. Oui, un véritable capharnaüm que tu as dû connaître dans des conditions difficiles pour Bah, avoir. là, c'est la pièce où on pouvait rentrer. Il y avait une autre pièce où on ne pouvait pas mettre le pied tellement il y avait des cartons, mais bon, ça faisait partie de son charme aussi. C'est-à-dire il vivait dans cet espace et il était toujours habillé pareil. Toujours d'ailleurs, quand il est mort, il y avait son chapeau et même à table, il ne quittait pas son chapeau. Alors, ce qui est quand même fascinant, c'est qu'il a traversé le XXe siècle et finalement, il ne raconte aucune histoire. Il n'y a absolument aucune narration. Et tous ces petits bouts de papier, parce que non seulement il y a ces photographies, il y a ces peintures, mais il y a tout un petit matériel qui se sédimente aussi. Peut-être tu auras vu ces carnets avec des annotations, comme quoi, par exemple, j'avais lu quelque chose, la perfection est un vrai handicap dans un monde imparfait, par exemple. Il avait des petites pensées comme ça qu'il griffonnait sur des coins de bouts de papier et qui participent de cette espèce de configuration du tout. Et je me rappelle, enfin, quand j'avais abordé l'exposition d'Arles, il me semblait important de concevoir l'œuvre dans cette dimension du tout. Marguerite Duras, en parlant de Marcel Proust, et il me semble qu'il y avait des associations très, très intéressantes entre ces deux visages, Saul et Marcel Proust, disait il n'y a rien d'extraordinaire chez Marcel Proust. Tout l'émerveillement consiste dans la configuration et dans la symphonie du tout. Et tout participe, même son appartement participe, même enfin, la tenue vestimentaire, comme tu dis, les croûtes accrochées, enfin, tout cela participe de cette espèce enfin, voilà, de territoire extrêmement large. Il ne faut à aucun cas, me semble-t-il, ni recouper, ni configurer de telle manière que c'est vraiment une cartographie ouverte sur le monde. Et je trouve que ce monsieur est plein de leçons et qu'on devrait peut-être, il faut peut-être pas s'inquiéter de tant de choses, effectivement, et embrasser le monde et simplement se laisser porter, peut-être par ces théories de la dérive à la Guy Debord, et puis faire l'école buissonnière tant qu'on peut. Ouais, c'est exactement, c'est extraordinaire parce que il y a l'université de l'art et c'est pour ça que c'est un artiste qui est reconnu mondialement. Et puis il a pris des photos que en bas de chez lui, dans son petit carré de quelques centaines de mètres sur centaines de mètres à New York. Donc ce mélange entre l'universalité de ce qu'il nous dit et comment il est ressenti et en même temps l'aspect hyper local de son travail est extraordinaire. Alors Victor Hugo a dit l'extraordinaire se trouve dans les profondeurs de l'ordinaire. Il faut une capacité extrêmement, une acuité visuelle pour toujours reconnaître et faire remonter cet extraordinaire. Et encore une fois, pour faire un parallèle avec Viviane Mayer, je pense que la fréquentation de Viviane Mayer avec le monde de l'enfance lui a permis de toujours réactiver cette aptitude à voir l'ordinaire dans les profondeurs de l'extraordinaire. Et on trouve ça aussi chez Saul Leiter profondément. Enfin, je veux dire, il ne sortait pas de son périmètre extrêmement, enfin, près de sa maison. Il n'avait pas besoin de faire des kilomètres, comme le dit ce que tu as dit quant à Cartier-Bresson. Pas besoin de traverser le monde pour aller retrouver l'extraordinaire parce qu'il est simplement là. Voilà. Et à part New York, je parle de la couleur là. Les deux endroits où on connaît des photos de Sol Letter, c'est deux endroits hyper touristiques, c'est Paris et c'est Venise. Oui. Et même à Paris, même à Venise, il arrive
à sortir du cliché pittoresque d'un étranger qui arrive dans une ville. Alors, pour être très franc, moins qu'à New York, Oui, tombe un peu quand même là-dedans, mais il y a son écriture. oui. Alors justement, bon, peut-être que vous avez aperçu une image de Bérénice Abbott. Il y a encore quelque chose, bon, qui a vraiment célébré, la ville, de New York comme l'hégémonie, le paradigme de la modernité, une ville horizontale qui s'est dressée, qui est devenue une ville verticale. Comment là aussi, Saul Leiter a pu se soustraire à cette séduction de cette ville qui est profondément photogénique, qui ne laisse de lancer des stimuli visuels. C'est une ville grandiose. Comment il va s'intéresser finalement aux petits trucs qu'on ne voit pas, aux minuscules, à ce qui se passe inaperçu. Il n'a jamais été séduit par la grandeur de New York. Là encore, ça le fait, ça le réconforte finalement dans cette position de clandestin. Encore, il ne s'est pas soumis. C'est une ville qui ne le regarde pas d'une certaine manière. Et il est capable d'en extirper vraiment des tout petits détails qu'il aurait pu trouver peut-être finalement ailleurs. Mais il n'est pas tombé dans le panneau d'une certaine manière. Et, et je pense que le travail que l'on admire de Sol Letter, c'est avant tout un travail personnel. Alors, ce que j'appelle travail personnel, c'est-à-dire que c'est un travail qui n'était pas destiné à être vendu, puisque le travail couleur, il le gardait pour lui et il le projetait à ses amis, donc il l'échangeait autour, donc il en était fier, puisqu'il prenait des diapos. Elles n'étaient pas tirées, c'est Howard qui vient de partir qui a commencé à les tirer. Et le travail noir et blanc, oui, il était présenté, mais il était présenté vraiment, c'était hyper confidentiel. Et je pense que l'absence de photos de New York, euh, un peu magnifiant New York, c'est aussi parce qu'il était dans un cercle de New-Yorkais qui n'avaient pas besoin de magnifier leur ville et il n'y avait pas de volonté d'aller le proposer à autrui. Oui, c'est-à-dire qu'il est capable à un moment donné aussi de passer, à une deuxième lecture peut-être plus, subtile, plus fine, et de ne pas se laisser porter par les courants, de ce qui est immédiatement visible, et de ce qui est probablement séduisant. C'était quand même la capitale du XXe siècle. Si Paris a été celle du XIXe, c'était une ville et ça continue d'être une ville. Il y a une force, enfin, hégémonique, c'est un grand monstre quand même. Et malgré tout, quand même, il sait regarder, il sait mettre en avant toute cette dimension du petit. Heu et après, donc alors, on a là, par exemple, 2 photographies, une peinture. Il me semble qu'il y a des connexions esthétiques, évidentes, et il y a encore beaucoup de choses à tisser, beaucoup de choses à regarder de beaucoup plus près. Peut-être que finalement, cette conception du tout, cet grand arrangement de l'œuvre de Saul Leiter qui est fait, qui est constitué avec à force de minuscules, un petit peu comme, et peut-être corrige-moi si j'ai tort, mais est-ce que le début d'une collection, le début de votre collection a été cette collecte qui s'est sédimentée et devenue par la suite une collection? Parce que l'œuvre de Saul Leiter, c'est aujourd'hui une œuvre qui s'est sédimentée, mais peut-être qu'il y a 50 ans, ça n'était un amas de beaucoup d'informations et beaucoup d'images finalement. Oui, peut-être que les démarches sont assez proches dans l'absence de volonté de constituer quelque chose. Mais je me méfie beaucoup des collectionneurs qui se prennent pour des artistes. Euh, Nous, on a monté une collection comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir, parce qu'on a commencé on était à New York, on a tout de suite eu un coup de cœur pour le travail de Sol Leiter qui était absolument inconnu. Et désolé d'être un peu matérialiste, mais comme il était inconnu, c'était plus facile d'aller acquérir un coup de cœur qui était à un prix très abordable qu'un coup de cœur qui était extrêmement cher. Oui, Donc, et comme on n'a jamais eu aucune contrainte dans notre ligne d'acquisition, c'est-à-dire que Florence et moi, on achetait les photos ou on achète les photos qui nous plaisent. Et ce coup de cœur, on l'a eu avec le travail de Sol Letter, mais aussi avec l'homme. Et ça, c'est hyper important. oui, C'est-à-dire que sa modestie, tout en ayant conscience de son talent, sa modestie, la façon dont il communiquait avec nous, la façon dont il parlait de son travail, il avait énormément d'humour. Je t'ai pas tout coupé tout à l'heure, mais il y a très très peu de nus de Sol Letter.
Et la plupart des nus sont les nus qu'il a fait dans In My Room avec sa femme, Oui. et qui sont pas du tout dans le. Ils magnifient pas du tout le corps, ils magnifient leur intimité. C'est pas du tout la même chose. Oui. Et il y a quelques nus que nous avons justement pris d'assez loin. C'est un peu des nus de. Alors le terme est un peu violent, mais un peu des nus de voyeurs, c'est-à-dire que c'est derrière des palissades et ainsi de suite, avec des jeunes femmes qui sont extrêmement belles. Et je lui demandais, je lui dis, mais c'était une de tes amies, sans rentrer dans leur relation personnelle. Et il me dit, non, non, c'était juste des mannequins, et puis c'est arrêté. Il me dit, tout le monde pense elles ont été mes amantes, mais absolument pas. Et puis il me dit, tu sais, à 80 ans, ça me flatte qu'on puisse penser ça. Mais donc, il y avait ce côté-là, mais il y avait aussi un côté extrêmement distancié par rapport à son travail. Oui. Et d'ailleurs, justement, sur la dimension de ce qui empêche de voir, de ce qui cache, de ce qui oblitère, etc., c'est assez intéressant de voir comment il embrasse tout cela et en fait des éléments il joue avec ça. Et je parlais de la question de la dyslexie. Il n'était pas dyslexique, mais il avait cette capacité à voir et à intervertir les choses. La droite devenait la gauche, le haut devenait passait à être en bas, les derniers plans revenaient au premier plan. Donc il voyait vraiment presque comme un insecte en fait. Il avait cette capacité et comme je disais, il était ambidextre. Il écrivait de gauche à droite et des deux mains, et que peut-être le fait qu'il ait étudié ces textes hébraïques qui se lisent de droite à gauche. Donc ça, c'est Et- vraiment quelque chose d'intéressant. Ça me fait penser à quelque chose. Une des premières expositions que Sol Letter, qui a été montée à partir de notre collection, ça a été et il y a eu un livre qui s'appelle Colors. Et ce livre, il a été édité. Et on va à New York. On va à New York et je rencontre Marguerite qui me dit, je dis Sol est là, elle me dit oui mais il est un peu énervé mais pas vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'éditeur. Je dis ah bon, oui il dit parce qu'il y a une des photos qui est mal cadrée. Et donc, je m'attends moi à ce qu'elle soit complètement décadrée. Pas du tout. On voyait à peine la différence. Et là, je me suis dit, eh ben, il est dans une précision. C'est pour revenir à ce que tu disais. Il était très distancié, mais il avait une précision. Il voulait que ça soit comme ça et ça ne pouvait pas être autrement. Et il était vraiment furieux. Moi, je pensais que c'était une plaisanterie. Donc, il y a effectivement, comme Oui. tu le dis très justement, tous ces aspects, cette minutie, cette façon d'englober et en même temps cette distance par rapport aux choses. Et ça me permet de rebondir sur la dimension du haïku. Le haïku, c'est quand même un genre, j'allais dire littéraire, dont la métrique est une métrique extrêmement pesée, extrêmement précise. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de l'ordre du et quand je dis que c'était un chirurgien du réel, je pense que c'est quelqu'un qui savait opérer parfaitement. Opérer, agencer, arranger, dans le sens musical aussi, dans le sens littéraire aussi. Mais voilà, donc il accordait effectivement probablement beaucoup d'intérêt et je pense que ces images sont extrêmement bien équilibrées et que ça, c'est en ça que pour moi, il est peut-être au-delà de l'instant décisif et qu'il est vraiment dans cette idée de l'incisif, et qu'il va vraiment chercher dans ces ponctions et qu'elles sont extrêmement bien cernées, et que rien mais tu me parlais des croûtes, elle est plutôt pas mal celle-là. Non, mais alors je retire tout ce que j'ai dit. Depuis tout à l'heure, je regarde et je me dis oui, effectivement, il y a beaucoup de belles choses. Euh, mais c'est vrai, je te Voilà. montrerai un peu certaines qu'on a vues et tu me diras si tu les places au même niveau. Non, non, mais j'étais un peu dur. Mais peut-être, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'ai rarement vu ou j'ai jamais vu des mauvaises photos de lui, même sur des planches contact où il y en avait beaucoup. Tu me permettras de ne pas penser la même chose de la peinture, mais voilà. Alors, oui, on arrive au terme de notre conversation. On va peut-être laisser un petit instant à notre public pour nous poser des questions. Je voudrais simplement arriver à la dernière diapo parce que moi, j'ai mon portrait, j'ai ma conception de Saul. Je vais faire vite, mais c'est un texte de Marguerite Yourcenar qu'a souligné Pascal Guioni, notre ami. C'est une nouvelle de Yourcenar qui parle d'un peintre chinois et qui pour moi vraiment est la définition parfaite de qui était Saul. Je gagne du temps en attendant que peut-être quelqu'un veut poser une question et je continue de faire défiler mon... Regardez, ça c'est quand même assez incroyable, cette connivence, c'est du bonheur, c'est Marthe dans la baignoire en fait. Vous avez vu surtout
les photos que vient de passer pardon, Anne, tous les visages, ils sont de dos, ils sont cachés, il n'y a aucun visage frontal. Voilà, ça, ce sont les peintures, Jane, oui, voilà. ça c'est sa femme, effectivement. Voilà, pour moi, c'est, Wang Fo, le peintre chinois qui et il disait, qu'il était plus intéressé par l'image des choses que par les propres choses en elles-mêmes. Voilà, c'est exactement, la définition de Saul. Une question? Des questions? En tout cas, j'insiste et je remercie encore Paris Photo de nous avoir invités à rendre un hommage à ce grand monsieur. C'est un dernier clin d'œil dans cette année du centenaire qui a été riche en événements. Et à un moment donné, c'est bien que nous puissions avoir l'opportunité de réparer l'histoire, parce que l'histoire n'est pas toujours tendre avec ses auteurs, ou les place pas toujours au bon endroit, et que ce monsieur, même s'il avait réussi à ne pas réussir, eh ben, peut-être que finalement, eh bien, il continue de se déployer, de vivre et de respirer grâce à vous, grâce à nous, grâce aux expositions, grâce aux livres Grâce aux marchands. et grâce au public. Et puisque pour, je te repasserai la parole, mais on parle de ces grands artistes qui nous ont quittés et qu'on reconnaît comme tels. Dans les, dans les allées de Paris Photo, en ce moment, on croise Martine Parr, on croise Joël Meyerovitch, on croise Joseph Koudelka, ils sont vivants et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut leur rendre hommage et Saul Leiter aurait adoré avoir comme ça cette reconnaissance et quand on a la chance d'avoir ces grands artistes parmi nous, je pense qu'il ne faut pas non plus passer à côté d'eux.